Bonsoir, il est 19h50 et vous suivez votre journal sur NCI. Dans les titres de l'actualité, le Conseil des ministres ce mercredi, présidé par le chef de l'État, qui a passé au crible la situation économique et financière du pays pour le premier trimestre de l'année en cours. La variole du singe présente sur le territoire ivoirien, 6 cas ont été confirmés. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Et puis nous reviendrons sur les tensions qui ont éclaté entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody depuis mercredi. On ouvre ce journal avec le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, ce jeudi. Au Palais de la Présidence, le Conseil a évalué la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire au premier trimestre de l'année 2024, avec le constat d'un recul au niveau du secteur primaire et une progression quant au secteur secondaire. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. Au cours du Conseil des ministres de ce jeudi, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, au Palais de la Présidence, le ministère du Plan et du Développement a indiqué un démarrage mitigé du premier trimestre au niveau de l'activité économique et financière. Le porte-parole du gouvernement a noté un recul au niveau du secteur primaire et une amélioration au niveau du secteur secondaire, ainsi qu'un recouvrement des recettes en deçà des attentes. Le secteur primaire, notamment l'agriculture industrielle et d'exportation, enregistre un repli, tandis que le secteur secondaire, la production industrielle, a progressé de 6,1% en raison de la bonne tenue des industries extractives et des industries de production et de distribution d'électricité, de gaz et d'eau. La situation des finances publiques a été marquée par un niveau de recouvrement des recettes et dons de 1880,1 milliards, soit une moins-value de 42,3 milliards de francs CFA par rapport à l'objectif visé. Les indicateurs indiquent cependant un renforcement de l'activité économique au cours des prochains trimestres. Cette bonne perspective tient à la production des fèves de cacao et à l'accélération de la transformation structurelle de l'économie. Le taux de croissance du PIB, porté à la fois par le secteur primaire, secondaire et tertiaire, est estimé à 7,2%. Et 6 cas de variole du singe ont été récemment enregistrés en Côte d'Ivoire. La variole du singe est une maladie virale infectieuse qui se transmet principalement par le contact avec le sang, les fluides corporels ou les lésions d'animaux infectés, afin d'éviter la propagation de la maladie infectieuse virale qui se manifeste entre autres par l'apparition de boutons avec du pus et peut conduire jusqu'au décès du patient. Les responsables de l'Institut national d'hygiène publique, structure sous tutelle du ministère de la Santé, ont animé ce jeudi une conférence de presse d'information et de sensibilisation sur cette maladie. Nadia Eja, Eric Kimo. L'apparition de cas de variole du singe préoccupe les autorités sanitaires. 6 cas ont été confirmés à Tabou, Koumassi et Yopougon. Ces cas ont été pris en charge et l'évolution clinique est favorable. Donc les personnes sont en vie. Il y a eu des cas de maladie, des 6 cas, mais ces personnes-là sont en vie. Et le premier cas est même sorti de l'hôpital et rentré chez lui. Maladie infectieuse virale transmise par contact avec le sang ou les fluides corporels de personnes ou d'animaux infectés, la variole du singe, connue aussi sous le nom de monkeypox, est potentiellement mortelle. Elle se manifeste à ses débuts par la fièvre, les céphalées, les douleurs musculaires et dorsales, la fatigue intense et les ganglions. La phase éruptive de la maladie se manifeste par l'apparition de boutons, avec des pus qui peuvent, en asséchant, devenir des croûtes infectieuses. Cette maladie touche déjà certains pays d'Afrique et menace de se propager. L'extension géographique est à craindre dans plusieurs États africains. Le 11 juillet 2024, l'Organisation mondiale de la santé a alerté sur la menace que représente la variole du singe pour la santé mondiale. Au nombre des mesures prises, on note l'activation du Centre des opérations d'urgence, le renforcement de la surveillance épidémiologique, la prise en charge gratuite des cas, le renforcement des mesures de prévention et de contrôle de l'infection dans les établissements sanitaires, l'élaboration d'un plan multisectoriel de lutte, l'information et sensibilisation des populations sur les mesures de prévention. Pour ne pas contracter la maladie, il est recommandé d'éviter la manipulation des animaux sauvages, éviter la consommation d'animaux sauvages malades ou trouvés morts,
bien cuire la viande à consommer, se faire consulter dans un centre de santé en cas d'apparition de fièvre et d'éruption cutanée, éviter tout contact physique avec les personnes infectées, éviter de toucher les fluides biologiques et corporels des malades, porter des gants et un équipement de protection pour soigner les malades, tousser ou éternuer dans un mouchoir, le jeter et se laver les mains à l'eau et au savon, se laver régulièrement les mains après avoir été en contact avec un malade. Le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody est depuis mercredi le théâtre d'affrontements violents entre étudiants et forces de l'ordre, des affrontements qui ont fait plusieurs blessés et des dégâts matériels. On revient sur les raisons de ces affrontements dans ce reportage de Mardoché Kouassi et de Joseph Zécré qui était ce jeudi pour un constat. Reportage. Campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, ce jeudi matin. Après les violents affrontements qui ont opposé depuis mercredi les étudiants aux agents des forces de l'ordre, des traces des heurts restent visibles sur les lieux, pendant que les portes de l'institution restent fermées aux étudiants et aux travailleurs. En face, des cargos des agents de sécurité stationnés, alors qu'à l'intérieur, quelques rares étudiants membres de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, se rassemblent autour de leur premier responsable. À l'origine des échauffourées, un mouvement de grève déclenché suite au maintien en détention de 4 de leurs camarades, arrêtés le 4 juin dernier à Yopougon, suite à un affrontement entre deux factions du syndicat. Ce que nous demandons, c'est la libération de nos camarades qui sont maintenus depuis 2 mois injustement à la MACA. Quand on les libère, c'est fini. Si on ne les libère pas, au nom du principe de la solidarité que nous prônons, nous sommes obligés de leur être solidaires. 2 mois, on a fait tout ce qu'on pouvait faire de façon pacifique pour qu'on les libère. On nous dit que c'est le 16 octobre qu'ils vont revenir au parquet au niveau de Yopougon. Les deuxièmes sessions sont en août. Ces enfants seront en train de faire une année blanche. La présidence de l'université indique avoir initié des discussions avec les étudiants grévistes pour obtenir l'ouverture des portes, sinon aux étudiants, mais tout au moins aux agents de l'administration, pour garantir le fonctionnement de l'institution. Ils ont posé un problème national. Nous, on gère notre université Félix-Houphouët-Boigny. On constate qu'ils sont venus pour fermer nos portails. L'université Félix-Houphouët-Boigny. Donc nous, on dit non, on ne peut pas fermer les portails de l'université. Si vous êtes en désaccord avec la hiérarchie, mais force est de s'asseoir et de discuter. Nous avons un programme à exécuter conformément à un calendrier scolaire universitaire. Un calme précaire régnait encore sur le campus lorsque nous quittions les lieux. La FESI, elle, menace d'étendre le mouvement à d'autres universités si leurs camarades ne sont pas libérés. Les festivités de l'indépendance auront lieu cette année à Grand-Bassam, sur l'esplanade du péage de l'autoroute Abidjan-Lagos. 4000 personnes, incluant militaires et civils, vont être mobilisées pour la cérémonie. Parmi ces civils, il faudra compter sur la présence des élèves des lycées d'excellence du pays. L'annonce a été faite par le coordonnateur du comité d'organisation dont les équipes sont engagées et s'affaire à boucler tout. Reportage, Thiemé Dandier et Tanguy Conan. Plateforme du péage de l'autoroute Abidjan-Lagos. Théâtre opérationnel de ces hommes engagés pour le défilé militaire. Sur les lieux, les préparatifs vont bon train. Aux côtés des forces de défense et de sécurité, des civils dont des élèves, issus des lycées d'excellence du pays. Des participants entre angoisse et enthousiasme. On nous apprend les bases pour le défilé, des petites techniques des militaires à gauche, à droite, des demi-tours, comment défiler, comment saluer le président et tout. C'est vrai que c'est un peu stressant parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Et puis il y a beaucoup de militaires, de gendarmes, mais on essaye de faire avec et ça va. On essaye de penser à autre chose pour ne pas trop stresser. Sinon ça va bien se passer. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la chance qu'on a de vivre en Côte d'Ivoire en fait. Donc aimez votre pays et puis donnez-vous à fond pour votre pays. Quand je suis arrivée sur le site, j'ai vu que c'était un peu plus sérieux. Et là, le stress monte et on nous rassure à chaque fois. Et donc le stress ne fait que baisser. Je vais défendre mon école avec fierté et assurance devant Monsieur le Président. En ce moment, je suis excité parce que c'est les répétitions, on n'est pas encore prêt, mais on va essayer de faire de notre mieux pour rattraper le retard. Le défilé militaire, qui connaît plusieurs innovations, va mobiliser des milliers d'hommes, aussi bien des unités des forces armées que de la société civile. 4595 prévus pour la cérémonie militaire répartie comme suit. FDS et corps paramilitaires,
un volume de 3801 personnes. Lycée d'excellence, école de formation professionnelle et structure de resocialisation, de construction civique et le détachement des meilleurs élèves aux examens nationaux qui prendront donc part à toutes ces activités. Il s'agit environ de 794 personnes. L'équipe de coordination a par ailleurs décliné le programme de l'an 64 de l'indépendance du pays, qui intègre un défilé pédestre, motorisé et aérien, avec la participation de 3 pays amis, dont la Chine. Pour la participation des détachements étrangers, 3 pays pour la qualité de la coopération nationale, militaire, notamment en matière de formation. Et pour l'instant, je peux me prononcer sur la participation de la Chine. À moins d'une semaine de l'événement, les entités impliquées dans le défilé peaufinent leur présentation pour assurer une synchronisation parfaite des mouvements et une coordination optimale entre les différents corps d'armée. Le déploiement en cours augure d'un spectacle militaire de qualité, mettant en lumière le professionnalisme et le savoir-faire des armées ivoiriennes, montées en puissance avec l'acquisition de nombreux équipements de pointe. Et puis avant ces festivités, la 8e édition de la Semaine nationale de la propreté a été lancée ce matin dans la commune d'Atekoubé. À l'initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, cette activité vise à sensibiliser les populations aux bonnes pratiques dans la mouvance de la célébration de la fête d'indépendance. Salifia Lekoué, Chèque Bleu. Top départ de la Semaine nationale de la propreté. La cité Fermont dans la commune d'Atekoubé a servi de cadre au lancement de la 8e édition de cette semaine qui vise à assainir les cités. Curage des caniveaux, nettoyage des rues et moments de sensibilisation de toutes les couches sociales afin de s'approprier ce concept. Gouvernement, forces de défense et de sécurité et population, tous engagés pour le respect du code de l'hygiène et de la salubrité est le thème de cette édition. L'État s'est doté d'un code de l'hygiène et de la salubrité. Dans ce code, il a renforcé le pouvoir de police à nos agents. Dans ce code, désormais, nous travaillerons en étroite synergie avec les forces de défense et de sécurité. Et nous voulons alerter toute la population pour dire que désormais, tous les actes d'incivisme, tous les actes qui ne sont pas éco-citoyens seront réprimandés. Nous sommes venus sensibiliser. Nous avons effectué, n'est-ce pas, des activités de curage, des activités de propreté avec toute la population en synergie, dans la joie. Et c'est ça le sens de la Semaine nationale de la propreté. On ne doit pas se limiter à la Semaine nationale de la propreté pour être propre. Parce que la propreté, ça restaure la dignité. Nous devons être propres. Nous devons assainir notre cadre de vie. Les autorités municipales de la commune haute entendent poursuivre cette action gouvernementale. On a commencé à voir combien de caniveaux qui sont aussi sales pour qu'on puisse curasser. Et en plus de ça, on a mis une équipe aussi de salubrité, puisqu'on ne peut pas être partout en même temps. Et cette équipe, c'est cette équipe qui va nous aider à faire le travail. Et, je vous assure que bientôt, Atekoubé aura une autre phase. Des appels qui ont des échos favorables auprès des populations. Pour moi, c'est déjà une bonne initiative. Déjà, ça va éloigner beaucoup aussi les moustiques et puis nous envoyer, on appelle ça la santé. C'est une très bonne initiative. La population doit toujours garder son environnement toujours propre. Voilà, et cela aussi évite aussi beaucoup les maladies. Initiée depuis 2016, la Semaine nationale de la propreté est célébrée chaque année dans notre pays, du 1er au 6 août, en prélude à la fête nationale. Le 10 janvier 2024, à Dakar, l'Union monétaire ouest-africaine est créée pour promouvoir une intégration économique et monétaire plus profonde entre les États membres et assurer une stabilité monétaire, harmoniser les politiques économiques et budgétaires et soutenir le développement économique et social de la région. Nous sommes aujourd'hui en 2024, 30 ans plus tard. Notre invité ce soir nous propose, à travers son livre, de faire le bilan de toutes ces années d'intégration économique. Bonsoir, Dr Paul Kofi Kofi. Vous êtes commissaire à l'UEMOA, chargé du développement de l'entreprise, des mines et de l'énergie numérique et de l'économie numérique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, permettez-moi d'abord de rappeler quelques fonctions que vous avez occupées. En 2011, vous avez été ministre délégué, puis ministre en charge de la Défense, respectivement auprès du Premier ministre et du Président de la République, jusqu'en 2016. Et puis ensuite, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire justement ce livre qui fait un bilan donc, de l'existence de l'UEMOA? Je crois que d'abord, vous remercier
pour l'opportunité que vous nous donnez. Effectivement, il y a 3 éléments qui m'ont motivé. Le premier élément, c'est que, comme vous l'avez si bien dit... La date clé. La date clé. 30 ans. Voilà, 30 ans. 30 ans, c'est quelque chose de très important. Hein. Voilà, donc il faut marquer le coup, il faut marquer l'événement. La deuxième chose, c'est que pour moi, l'écriture, c'est une passion. J'aime écrire et je suis à mon 9e livre. Et la troisième chose, il est important qu'on apprenne à mieux connaître cette institution, cette organisation, n'est-ce pas, qui gère l'intégration dans notre sous-région. Alors faire le bilan de 30 ans d'activité d'une institution, ce n'est pas une mince affaire. Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés donc, dans la réalisation de cet ouvrage? Voilà, je pense qu'il y a un défi qui aurait pu véritablement être une préoccupation, mais nous l'avons relevé parce que comme je suis, n'est-ce pas, de l'institution, j'ai accès donc aux informations. Cela m'a beaucoup facilité la tâche. Et ensuite, j'ai l'occasion de parcourir les 8 pays chaque année. Donc, je pense à une assez bonne connaissance du terrain, de la situation, et mon expérience aussi m'a beaucoup aidé. Alors, on a envie de se plonger un peu dans le livre. On sait que vous allez sûrement en parler, mais quels sont, selon vous, les principaux succès de l'UEMOA au cours de ces 30 années? Voilà, d'abord, l'UEMOA, c'est 3 axes importants. L'axe essentiel qui a justifié la création de l'Union, c'est qu'au départ, nous avons une union uniquement monétaire qui avait été créée en 1962. Et on s'est rendu compte qu'avec l'appréciation du franc CFA autour des années 90, il était nécessaire de faire la jonction entre la politique monétaire et la politique macroéconomique. Donc cela a permis d'avoir une union économique et monétaire. Donc ça, c'est un premier élément de succès, c'est-à-dire faire en sorte que la politique monétaire et la politique budgétaire soient, n'est-ce pas, en cohérence. Ça, c'est le premier élément. Et cela a permis de mettre en place un pacte de convergence multilatérale qui permet de suivre l'évolution des économies et de pouvoir apporter des corrections quand cela est nécessaire. La deuxième chose, c'est que l'Union veut parvenir à un marché commun. Vous savez que le marché commun est important, n'est-ce pas? Ensemble, on gagne, mais seul, c'est encore plus difficile. Donc, les pays ont décidé de se mettre ensemble et cela est très important. Ils ont permis donc de créer une union douanière et je peux vous donner l'information si je pense que vous le savez, c'est qu'aujourd'hui, on considère que les 8 pays font un bloc unique, cohérent, qui fait que lorsqu'un produit rentre, n'est-ce pas, dans l'espace, il a le même niveau de taxation douanière, quel que soit le territoire. Et cela est très important pour favoriser la compétitivité entre les pays. Et ensuite, nous avons un marché commun qu'il faut faire, c'est-à-dire faire en sorte que la concurrence ne soit pas déloyale entre nous et qu'on ait de bonnes pratiques dans l'espace et favoriser aussi, n'est-ce pas, les échanges intracommunautaires. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle la convergence des politiques sectorielles. Un exemple, aujourd'hui, si vous prenez le cas de l'éducation, les politiques LMD, ce qu'on appelle souvent licence master, voilà, ça c'est une initiative de l'UEMOA pour faire en sorte que tous les diplômes dans la sous-région, n'est-ce pas, soient comparables, sans oublier d'autres secteurs, comme au niveau de la santé. Lorsque le Covid est arrivé, on a eu, n'est-ce pas, un regard très cohérent qui a permis de juguler la crise. Et il y a d'autres secteurs aussi comme l'énergie. À un moment donné, nous avons eu une crise énergétique dans les années 90. Il a fallu que la commission, l'UEMOA, se mette ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre ce problème. Donc cela est très important d'être ensemble et de pouvoir, n'est-ce pas, regarder le développement dans la même direction. Alors un autre point sur lequel les pays ouest-africains sont challengés, c'est la question du franc CFA et la stabilité économique et monétaire de la région. Quel est votre regard dessus? Très rapidement, c'est une question qui est très vaste, je sais. Non, il n'y a pas de difficulté. Je crois que l'élément important aussi qu'il faut signaler, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, on ne se rend peut-être pas compte, on passe d'un pays à un autre sans difficulté, on s'installe dans un pays sans beaucoup de difficultés. Il est vrai qu'il y a encore des contraintes à lever. Alors, sur la monnaie, il faut reconnaître que l'existence de l'UEMOA, c'est d'abord parce que les pays ont la même monnaie. Donc, le lien fort entre les pays, c'est que ces pays ont la même monnaie. Et lorsqu'on s'est rendu compte que la monnaie s'était trop appréciée et qu'on a fait la dévaluation, il était important qu'on ne s'arrête pas là, puisque vous le savez très bien, beaucoup de critiques sont formulées sur le franc CFA. Et les autorités de l'Union ont pris leurs responsabilités. Depuis décembre 2019, il y a une grande réforme qui a été faite, mais qui n'est pas malheureusement bien connue de tous. C'est que tous les éléments qui étaient, n'est-ce pas, gérés par le partenaire français ont été cédés à l'Union. Aujourd'hui,
les réserves d'échange sont gérées par l'Union, n'est-ce pas? On a transféré toutes les réserves d'échange au niveau de la Banque centrale. Et ensuite, le compte d'opération qui était géré par le Trésor français a été fermé. Et il n'y a plus, n'est-ce pas, de transfert de ressources, hein, n'est-ce pas, de fonds au niveau du partenaire français. Et ensuite, ils ont quitté le conseil d'administration de la BCEAO. Donc aujourd'hui, il y a une autonomie de gestion de cette monnaie. Et cela est très important pour, n'est-ce pas, le développement de nos pays. Alors, comment vous voyez cette union évoluer dans les 10-20 prochaines années? Quels sont les principaux défis qu'elle doit encore relever? D'abord, nous avons, au niveau de la monnaie, toujours un projet ambitieux pour les 15 pays. Il s'agit de la monnaie unique qui a été déjà définie et pour lesquelles les perspectives ont été actualisées. On aurait dû y arriver en 2020. Toujours sur la question de l'éco? L'éco. N'eût été le Covid qui a un peu bousculé les économies et les équilibres, on y serait arrivé. Donc, ça a été reporté. Je ne suis pas mandaté pour donner les nouvelles dates. Donc, cela, en termes de perspective, c'est un élément très important pour la sous-région. Et ça va donc élargir la base. Et ensuite, deuxième élément, nous avons beaucoup de projets structurants au niveau des infrastructures. Vous savez qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a l'autoroute qui est en train de se faire pour d'ici Ouagadougou. Et cette autoroute a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, l'UEMOA apporte une assistance pour faire les études afin que cette autoroute soit une réalité. Sans oublier qu'il y a aussi des projets structurants sur la côtière. Il y a aussi entre les autres pays, qui sont des pays, n'est-ce pas, côtiers, vis-à-vis des pays de l'Interland. Ce sont des projets structurants qui sont en cours. En termes d'énergie aujourd'hui, nous avons des pôles énergétiques pour avoir une interconnexion, n'est-ce pas, quasiment totale de tous les systèmes énergétiques. Cela pourrait éviter, n'est-ce pas, les difficultés d'approvisionnement, puisque investir tout seul dans la production énergétique, c'est extrêmement lourd. Donc, il faut travailler ensemble. Alors, l'UEMOA, bilan de 30 ans d'intégration économique qui paraît donc aux éditions Harmattan Côte d'Ivoire. Vous serez donc en dédicace demain. En dédicace demain. Alors, je voudrais donc appeler les uns et les autres, s'ils ont un peu de temps, c'est de faire un tour à la Chambre de commerce et d'industrie au plateau. À 15h, nous allons faire une intervention. Nous allons procéder à la dédicace de cet ouvrage. Je voudrais aussi signaler que je suis à mon 9e ouvrage, qui a 3 nouveaux ouvrages qui sont sortis. Celui-ci et 2 autres qui seront dédicacés en même temps. Et j'invite les uns et les autres à faire le déplacement. Merci Dr Paul Kofi Kofi. Je rappelle que vous êtes le commissaire à l'UEMOA chargé du développement de l'entreprise, des mines et de l'énergie et de l'économie numérique. Merci d'être passé pour nous présenter cet ouvrage UEMOA, bilan de 30 ans d'intégration économique. Merci beaucoup. Merci. Et puis on continue notre journal. 1 an après son élection, le maire de Dioulaté-Dougou, une commune située au nord de la Côte d'Ivoire, ambitionne d'améliorer les conditions de vie de ses populations à travers un nouveau plan stratégique de développement. Conçu par le cabinet Deloitte, ce plan prévoit de mobiliser 10 milliards de francs CFA et de mettre en œuvre 11 grands projets de développement. Une restitution a été faite ce lundi au cabinet Deloitte en présence de nos reporters Niki Mamoussa et Joseph Zécré. Élu en septembre 2023, le nouveau maire de Dioulaté-Dougou entend améliorer le développement de sa localité. Pour ce faire, un plan stratégique de développement concocté par le cabinet Deloitte pour le compte du conseil municipal. On a proposé 11 projets pour une valeur globale d'environ 10 milliards et qui devraient se réaliser durant les 4 prochaines années donc, du mandat du maire. Et notre accompagnement va continuer. On a défini une vision, des axes stratégiques, des projets. On a évalué ces projets. Maintenant, on va accompagner le maire à mobiliser les ressources. Alors le premier projet, ce serait la Maison de la Culture qui a vocation à valoriser le potentiel culturel de la région tout en donnant un emploi à un certain nombre de personnes dans la commune de Dioulaté-Dougou. Dans un second temps, on pourrait parler de la mise en place d'un laboratoire d'innovation pour les start-up en Côte d'Ivoire. Enfin, je clôturerai par la mise en place des infrastructures routières qui sont un vrai besoin pour acheminer les cultures, pour permettre la plus grande fluidité des circulations dans la région. Un plan stratégique qui séduit déjà les fils de la commune. Les projets qu'on nous a présentés sont des projets enchanteurs et nous souhaitons vivement auprès du Seigneur que ces projets-là soient convertis le plus rapidement possible avec l'aide du Seigneur par une réalité. Nous avons pendant longtemps rêvé et c'est aujourd'hui
que le rêve tend vers la réalité, sa concrétisation. Pour le premier magistrat de la commune, ce plan stratégique viendra booster le développement de sa localité. Aujourd'hui, grâce à ce plan stratégique, nos objectifs se transforment en actions concrètes et réalisables. Ce plan stratégique intègre des initiatives pionnières, telles que la gestion durable des ressources naturelles, la promotion de l'énergie renouvelable et l'adoption de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Nous souhaitons non seulement améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, mais également inspirer d'autres communes à suivre cet exemple. Comptant environ 4500 âmes, Dioulatier-Dougou est situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Selon Cédric Diarra, la mobilisation de ces 10 milliards de francs CFA permettra la réalisation des différents projets stratégiques de la commune et de toute la localité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur les antennes de NCI. Je vous souhaite de passer une agréable soirée.